Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous préparez d'excellentes fêtes pour cette fin d'année 2023. On y arrive. Ça passe trop vite les gars. J'aurais pu faire une vidéo critique de la mini-série Berlin qui est très intéressante, j'ai jeté un œil au premier épisode, j'ai accroché, c'est vraiment cool donc je vous la recommande. J'aurais pu également faire une vidéo sur Silent Night, un film que je recommande également, qui est plutôt sympathique, pas révolutionnaire mais sympathique, assez original, enfin c'est le grand retour de John Woo. Bon, c'est pas non plus le John Woo des années 80, mais il y a encore ce truc, il y a encore cette petite patte, enfin c'est en tout cas un bon film d'action à voir pour cette fin d'année, un bon film de... Voilà, c'est post-Noël, quoi, c'est un bon film de fin d'année à mater. En tout cas, à la place, je voulais répondre à ce commentaire d'un viewer ou d'un abonné, je ne sais pas, qui voulait que je lui produise une petite vidéo de mon top Netflix 2023. Alors allez, banco, c'est parti, petite vidéo spéciale que, voilà, que je te dédie, cher viewer, cher abonné, je sais pas, donc cette vidéo, elle est pour toi. Donc je vais te transmettre mon top, flop, 2023 Netflix, parce que mine de rien, sur Netflix, il y a eu beaucoup de films de produits, et je voulais en parler justement. Enfin, j'ai envie de vous faire un petit top flop de ces films. Je vais commencer par les pires, terminer par les meilleurs, et j'estime que c'est presque aussi important de parler des mauvais films que des bons, parce que les mauvais films, mine de rien, montrent exactement ce qu'il faut pas faire. Donc ceux qui veulent bosser dans le ciné, ceux qui veulent écrire des scénarios, ceux qui veulent monter des courts-métrages, inspirez-vous davantage de ceux qui ont foiré leur film que de ceux qui ont réussi. Car quand on se penche vraiment sur les films qui ont été ratés, on voit les erreurs à ne pas faire. Que quand on voit les films qui ont réussi, on a tendance à vouloir les copier, à vouloir faire pareil. Et on perd justement son originalité, on perd son essence, on perd sa patte artistique, sa patte personnelle. Bref, c'est mon idée, hein, c'est mon avis. Hein. C'est comme par exemple quand moi j'ai commencé YouTube, c'est malheureux ce que je vais dire, mais j'ai regardé avant tout les youtubeurs qui se sont plantés pour voir justement quelles erreurs ne pas faire. Parce qu'à force de regarder les meilleurs, on finit par s'en inspirer, on finit par les singer et on perd son identité. Et puis moi je veux trouver mon identité, je veux trouver ma place, je veux créer mon petit truc, et puis même créer un petit truc avec d'autres personnes, avec d'autres... De toute façon c'est ce que je prévois de faire en 2024. Bon, il y a pas mal de youtubeurs qui peuvent pas me blairer, donc je vais me passer d'une potentielle collaboration avec eux, donc je vais plutôt pencher sur une collab, voilà, sur quelque chose de créatif avec mes abonnés, avec ceux qui me contactent, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des choses à dire. 2024, j'ai envie que ce soit mon année youtubesque, j'ai envie de proposer un maximum de trucs, de ne pas m'égarer, de rester dans la même vibe, mais de proposer quelque chose en plus de ce magnifique décor. Et j'en profite pour tenir ceux qui ont l'habitude de me regarder sans être abonnés. Oui, je ferai le message jusqu'à la fin, jusqu'à tous ceux qui me regardent régulièrement sans être abonnés, soient abonnés. Parce que les gars, regardez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous croyez que je vois rien? Vous croyez que je suis pas au courant? Regardez, 70% des gens qui ont l'habitude de me regarder sont pas abonnés. C'est pas sérieux ça les gars, c'est pas cool. Vous vous rendez compte que je suis un des rares à ne pas embêter les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, je suis un des seuls peut-être à dire ne vous abonnez pas parce que mon décor est trop minimaliste, ça se fait pas de vous demander de vous abonner sachant les moyens que je propose, donc je vous embête pas. Je trouve ça logique et je trouve ça normal. Par contre, vous qui avez l'habitude de me regarder, s'il vous plaît, aidez-moi les gars, j'ai besoin de vous. Les viewers qui me regardaient régulièrement sans être abonnés, j'ai besoin de votre aide. Et votre aide, ça passe par l'abonnement. Je suis désolé de vous le répéter, de vous enquiquiner avec ça. Je suis désolé là, je prends du temps sur mes abonnés fidèles qui me regardent depuis longtemps. Et je sais, je suis désolé les gars, mais je suis obligé de le rappeler. S'il vous plaît, si vous avez l'habitude de me regarder et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, moi ça me donne énormément. Voilà, merci d'avance, je vous kiss, parce que je sais que dans mes dernières vidéos, certains qui n'étaient pas abonnés, qui me regardaient régulièrement, se sont abonnés après mon message, donc voilà, je continue jusqu'à ce que vous soyez avec moi, avec nous, et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à cette adresse mail, si vous voulez participer prochainement aux ateliers Discord, aux tables rondes, aux débats qu'il y aura lieu au cours de l'année 2024. Oh mon dieu, putain, le boomer restait coincé dans les années 2010, quoi. Oh, ça me manque tellement. Bref, bon, c'est pas cool de vieillir, quoi, vous verrez bien. Allez, c'est bon, j'arrête de vous embêter, c'est parti pour ce top flop Netflix 2023. Let's go! En numéro 10, je vais mettre un film que j'ai détesté, qui m'a sorti par les yeux, c'est Banlieusard 2 de Kerry James. En soi, le premier Banlieusard de Kerry James ne volait pas haut, mais alors celui-là est pour moi juste catastrophique. Alors je sais, j'en ai déjà parlé dans le flop spécial cinéma dans mes dernières vidéos, seulement je voulais quand même le rappeler, parce que de toute façon je parle des films qui m'ont le plus marqué. Par contre, si vous voulez regarder davantage un film de cité de 2023, un film de banlieue qui est sorti en 2023 sur Netflix, matez plutôt le film avec Caris, qui est vraiment cool, je vais dire Kerry James, ce film-là, qui est vraiment plus sympa, qui a une âme, qui a une personnalité, qui propose une esthétique qui est quand même propre, comme celle de Banlieusard 2, parce que bon, je vais en parler après, mais bref, je vous conseille davantage ce film, qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui a plus de choses à apporter. Puis je trouve ça cool de voir Caris. Caris a pour moi plus de sympathie et de bonhomie, et dégage moins d'hypocrisie que Kerry James, je trouve. Bref, je vous conseille davantage ce film à voir si vous avez le choix entre les deux, mais si vous pouvez voir les deux, allez-y, parce que Banlieusard 2, j'estime qu'il faut être vu pour comprendre
qu'il ne faut pas faire au cinéma, car ce film est, j'estime, indispensable pour ceux qui veulent faire du cinéma, ceux qui veulent écrire des scénarios, ceux qui veulent mettre en place des courts-métrages, parce que Banlieusard 2 synthétise exactement ce qu'il faut pas faire. Vous ne voulez pas foirer un film, alors ne faites pas comme Kerry James, ne vous laissez pas embarquer par son melon incommensurable, et focus plus sur le talent, sur les idées et sur la création, parce que Kerry James n'a fait que reprendre tous les trucs qu'on a déjà vus, revus, re-revus dans les films de cité, qui ont été conçus dans les années 2010, années 2000, années 90, bref, il s'est pas emmerdé, film vraiment très très en deçà de sa prétention, et même ceux qui ont kiffé Banlieusard 1, voilà, film que je rappelle, je n'ai pas aimé, bah même certains d'entre eux ont été obligés de me dire dans les commentaires sur ma critique de Banlieusard 2 que eux-mêmes ont trouvé ça vraiment naze. Donc n'hésitez pas à le regarder, en accéléré, je sais pas, ou juste des extraits, il y en a pas, à chaque fois ça loupe jamais, quoi. Vous pouvez zapper quand vous voulez, il n'y a absolument rien qui va. N'hésitez pas à checker pour voir exactement ce qu'il ne faut pas faire quand vous réalisez un long, un court-métrage, un film, un documentaire, n'importe quoi. Et le truc là-dedans, le plus terrifiant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas le budget qui fera le talent de votre film. C'est encore une preuve que qu'importe le pognon que vous mettez dans votre œuvre, si vous y mettez pas le talent, si vous mettez pas votre âme, si vous y mettez pas votre énergie, tout ce qu'il y a de plus positif, vous n'arriverez à rien. J'imagine que Kerry James s'est pas trop vanté des résultats par rapport à Banlieusard 2, parce que je pense que le film a été un échec, parce que personne n'en a parlé, toutes les critiques que j'en ai eues, tous les retours que j'ai eus étaient négatifs, quasiment personne n'a fait de critique sur ce film, à part moi évidemment, Bonne Poire, qui a fait une review sur Banlieusard 2, donc bref. Film quand même à regarder, bon film à détester naturellement, parce que oui, il ne propose absolument rien, il ne réinvente rien, il fait que surfer sur des trucs qui ont déjà été faits, bref, il n'y a aucune originalité, aucun intérêt, mais il reste quand même intéressant à regarder pour, je le répète encore une fois, savoir ce qu'il ne faut pas faire. En numéro 9, naturellement, je vais mettre Rebel Moon, parce que Rebel Moon, pour moi, synthétise parfaitement ce qui déconne au cours de la décennie fin 2010, début 2020. Parce que Rebel Moon, c'est Zack Snyder derrière ce film. Zack Snyder. Oui, son Army of the Dead était naze, mais quand même, il y a un gap entre Rebel Moon et Army of the Dead, il faut le reconnaître. Et le truc, c'est qu'il y a encore un gap plus immense entre Army of the Dead et Justice League. Et il y a également un gap incommensurable entre Justice League et Man of Steel. Et il y a un gap encore plus large entre Man of Steel et 300, ou L'Armée des Morts, qui sont pour moi deux vrais chefs-d'œuvre, deux chefs-d'œuvre du cinéma des années 2000, quoi qu'on en dise. Et j'estime que Rebel Moon est tout aussi intéressant à regarder car elle synthétise exactement là aussi ce qu'il ne faut pas faire pour ceux qui sont amateurs de science-fiction, à savoir plagier littéralement les plus grands films de space opéra que le cinéma ait produit. Star Wars, Dune, Warhammer, tous ces trucs-là. J'ai hâte de voir la suite en 2024, à mon avis, ça va être une belle surprise, je le sens bien. Donc Rebel Moon, film quand même intéressant à voir parce que c'est un ovni en réalité. Rebel Moon c'est un ovni parce que il en faut quand même une belle paire pour s'appeler Zack Snyder et nous proposer un truc pareil, quoi. C'est... Même moi qui étais toujours un défenseur de la Snyder Touch, même moi je capitule, quoi. Je peux pas défendre ça, quoi. C'est pas possible, ça va au-delà de ma morale, ça va au-delà de mes principes, je ne peux pas, c'est mort. Mais Rebel Moon, quand même intéressant à regarder parce que ce n'est pas un film qui n'a que des défauts, attention. L'esthétique est très propre, très en deçà de ce qui nous avait déjà produit il y a déjà plus de 15 ans, parce que le film n'est pas complètement dégueulasse, faut pas mentir, seulement... On est très loin du Snyder d'avant, et j'estime que ce film est aussi intéressant à voir parce que, mine de rien, ce film montre bien que se réinventer c'est une chose, mais rester fidèle à son style, du moins à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'on produit de meilleur, c'est tout aussi bien. En numéro 8, film très prétentieux, pareil, qui est sorti de cette fin d'année, vraiment, Netflix, ils ont sorti, je crois, les pires films pour le catalogue pour cette fin d'année, c'est Le Monde Après Nous. Alors là, je sais pas quoi dire devant un vide pareil, quoi. Alors c'était censé être le film qui allait annoncer le grand retour de Julia Roberts, seulement est-ce que ça en suffit pour en faire un grand film? Non, 100 fois non. Aucune réelle tension, originalité, ça va, c'est l'histoire d'un système qui s'effondre, le système américain, parce que toutes les communications se cassent la gueule, ils sont en proie à une guerre mondiale. Ok, pourquoi pas, c'est cool, seulement il y a tellement de plans incohérents, les Telsa qui se rentrent dedans. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être une petite critique à Elon Musk, ça, une espèce de critique dirigée en mode ah là là, oh Elon Musk, parce que Elon Musk, on est au courant, quoi. Il est considéré maintenant comme une personnalité d'extrême droite. Vous vous rendez compte qu'à Quotidien, l'émission Quotidien, ils ont carrément dit qu'Elon Musk était une figure de l'extrême droite. Je sais pas, dans un monde normal, normalement ces mecs-là devraient se retrouver avec un procès, parce que c'est honteux de dire ça, c'est scandaleux de sortir des propos pareils, comme ça, à l'antenne, en prime time. D'ailleurs, Quotidien devait se retirer de Twitter, alors ils ont gardé leur compte à l'heure actuelle, mais ils n'ont rien posté depuis, mais bon, ils sont toujours pas retirés de X, c'est quand même étonnant. Donc bref, ça c'est, je m'interroge, pourquoi vous êtes resté sur X, sachant que justement c'est une plateforme d'extrême droite, faut nous expliquer. Et le truc, c'est que ce film est, sans bien le petit scud balancé à Elon Musk, je l'ai senti comme ça personnellement, après je vois peut-être un peu trop loin,
Puis le reste, bah, c'est timide, il y a rien d'intéressant, ça se veut subversif, mais sans rien proposer réellement d'incroyable, quoi. Je veux dire, je comprends pas que certains aient qualifié ce film de chef-d'œuvre. Pour moi, c'était plus davantage, voilà, un peu de la com, ou je veux dire un peu de la provoque, mais ce film n'apporte rien. Je suis sorti de ce film aussi vide que normal, quoi. Ce film n'a absolument rien apporté, il m'a juste vraiment extirpé toute mon énergie, parce qu'on s'attend à quelque chose, on s'attend à un truc, et puis finalement, il y a R. Et j'attends plutôt de voir ce film ou cette série, je crois que c'est un film qui va sortir prochainement, Civil War, qui là par contre, je pense, va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, parce que celui qui est derrière la manette, c'est Alex Garland. C'est grâce à lui qu'on a eu 28 jours plus tard, par exemple. C'est également lui qui a scénarisé l'excellent Dredd, et lui, donc, Alex Garland, va réaliser Civil War. Donc davantage, si je voulais parler du monde est à nous, du monde après nous, pardon, c'était davantage pour vous parler de Civil War, qui va sortir en 2024. Je pense que ce sera un niveau quand même largement au-dessus. On verra, on attend de voir. Cependant, bah oui, pour revenir au monde après nous, film très prétentieux, qui ne dit rien, qui n'a rien à proposer, enfin, mais qui est lunaire en fait. Sur pas mal de plans, c'est lunaire, parce que ça joue à mort sur les symboles, sur la symbolique, sans aller directement dans le concret. Et moi, je déteste ça. J'aime bien quand on fait, voilà, quand on va dans les deux sens, quoi, quand on tape dans le symbolique et dans le pragmatique. À la rigueur, si je dois vous conseiller un film qui axe davantage sur le symbolique, voilà, qui axe à fond sur le symbolique, c'est The Lighthouse, avec Robert Pattinson et William Dafoe. Là, c'est un grand réalisateur, Robert Edgers, c'est un mec qui a su expliquer un conte, raconter quelque chose, qui a su justement user de la symbolique, surtout pour le plan final, pour les amateurs de mythologie grecque, ça va directement tilter. Cependant, le monde après nous, c'est un film très prétentieux, qui ne dit rien, qui n'a rien à proposer, qui est aussi chiant que vide, donc honnêtement, ce film n'a strictement aucun intérêt, à part là aussi, franchement, voilà, c'est presque une leçon de cinéma, ça montre également ce qu'il ne faut pas faire, et c'est pas parce que vous appelez Monsieur Mister Robot à la réalisation que vous êtes garanti de concevoir des chefs-d'œuvre tout au long de votre vie. Ça, c'est le cinéma, c'est comme dans tout le reste, qu'importe votre nom, qu'importe votre réputation, rien n'est acquis. En numéro 7, Jung-E, un film assez étrange, un film sud-coréen qui, pour une fois, est pas vraiment une réussite. Un film de science-fiction, et je vais pas vous mentir, j'ai décroché au bout d'une demi-heure. J'ai juste trouvé l'esthétique assez intéressante, assez cool, même si on sent qu'il n'y a pas trop de budget. Bon, voilà, on sent bien que c'est pas un film à 600 millions de dollars. Hein. C'était quand même un produit assez intéressant, je le note parce que il est passé quasiment inaperçu. Donc, si vous aimez bien les films coréens, sud-coréens, pardon, enfin coréens c'est pareil. Si vous aimez bien les films, on va dire science-fiction avec des personnages un peu tirés de manga ou je sais pas quoi, avec des cyborgs, des robots, des trucs comme ça, je pense que ce film pourrait vous plaire. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, c'est loin d'être une grande réussite, mais pour autant, j'estime qu'il vaut le coup, surtout pour les fans de ce genre de film. Donc bref, je le note parce que même si j'ai pas accroché, il y a peut-être des chances pour que vous accrochiez, peut-être. En numéro 6, c'est un film que j'ai pas vraiment accroché, même si je reconnais les qualités esthétiques, mais ça c'est le minimum compte tenu du mec qui est à la réalisation, c'est The Killer. Alors je sais que beaucoup vont me sauter à la gorge en mode « Quoi, t'as pas aimé The Killer? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» J'aimerais bien faire des illustrations comme ça. Quand j'aurai un meilleur fond, quand j'aurai un meilleur style, par exemple, quand je dis ah, je sais bien qu'il y a des gens qui aimeraient me sauter à la gorge par rapport à ce que je dis, et pendant que je dis ça, on voit quelqu'un en train de me sauter vraiment à la gorge avec le plan de la caméra sur ma tronche, là en mode avec les yeux écarquillés, ça pourrait être marrant ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des illustrations un peu dans ce délire-là, ça pourrait être marrant. Bref, excusez-moi, c'est un petit aparté. Et pour revenir à The Killer, bah, je m'attendais à autre chose qu'une parodie de Fincher, parce que je suis désolé, là, Fincher, c'est auto-parodié. L'esthétique est là, la bande-son est là, Atticus Ross, Trent Reznor, ok. On reconnaît que c'est un pur produit Snyder. On reconnaît que c'est un pur produit Fincher. Je ne nie certainement pas ça seulement, c'est un Fincher qui est mou. J'en ai parlé à des fans de Fincher et eux aussi sont d'accord. On n'est certainement pas du niveau de Fight Club, de Seven, de, je sais pas, de Gone Girl, de Social Network, un des rares Fincher que je n'ai pas aimé. Je trouve aussi que ce film est très surcoté, parce que c'est pareil, c'est un petit peu une sorte de Nolan avant l'heure, quoi, parce que ça fait que de parler, c'est en ping-pong sans arrêt, les mecs s'arrêtent jamais de jacter, je comprends pas pourquoi ils ont pris Jesse Eisenberg pour le rôle de Mark Zuckerberg, je vous invite d'ailleurs à regarder les interviews de Mark Zuckerberg et comparer avec Eisenberg pour voir que les deux n'ont strictement rien à voir, parce que Eisenberg, pour moi, est un des acteurs les plus surcotés, il faudrait que je fasse un top 10, d'ailleurs ça vous intéresse, dites-moi dans les coms, un top 10 spécial acteur surcoté, parce que Jesse Eisenberg a toujours le même rôle, toujours le même ton, toujours la même voix, toujours le même jeu, ce mec ne sait pas se réinventer, j'ai toujours vu avec le même jeu. Et quoi qu'il en soit, voilà, c'est un sous-Fincher, The Killer. Puis alors,
le comportement juste incohérent de ce tueur, quoi. Genre par exemple, il bute des mecs, des innocents, il y a pas de problème. Par contre, buter un chien de garde hyper agressif, non, ça par contre, faut pas y toucher. Il bute un pauvre chauffeur de taxi qui a rien demandé, mais par contre, quand il se retrouve à la fin face au gros ponte, je sais pas, des mafieux, etc., dans son building, dans son comment ça s'appelle, dans son Sofitel, le mec, non, il le bute pas finalement, il dit ouais, je suis pas loin, je vous surveille. Hein, tu vois. Puis le mec il se casse, quoi, alors que le mec est responsable de la mort de je sais pas combien de personnes, il a voulu le faire sauter, mais non, il le touche pas. Pareil, c'est quoi cette histoire avec sa meuf qui se fait casser la gueule par soi-disant des tueurs professionnels, la meuf elle se fait juste taper et puis c'est tout, quoi. Enfin, ce film est bourré d'incohérences et je regrette que les esprits les plus avisés n'aient pas remarqué ça, n'aient pas tilté là-dessus et me soient sautés dessus dans les commentaires parce que, oulala, j'ai osé critiquer un film de David Fincher. Oh mon Dieu, ça se fait pas. Oh, non mais les gars, à un moment, je veux dire, je veux bien être sympa, je veux bien être ouvert d'esprit, mais il y a des limites, il y a des limites, quoi, effectivement. Alors, je n'ai pas aimé ce David Fincher. Ok, il ne mérite certainement pas sa place en number one du côté des flops, mais ça mérite certainement pas non plus la première place, quoi. Des tops, je veux dire. En numéro 5, je vais vous parler d'un film qui m'a procuré plus d'émotions, et pourtant ce film s'est fait déglinguer par tout le monde, c'est Tyler Rake 2. Vous vous rendez compte? Oulala, il met Tyler Rake 2 devant un film de Fincher, comment il a osé? Bah oui, j'ose, parce que au moins Tyler Rake 2 m'a fait ressentir des émotions. Bien naturellement, j'ai préféré Tyler Rake 1, un film dont il y aurait beaucoup de choses à dire, je regrette de ne pas avoir fait de critique sur ce film quand il est sorti, parce que pour moi c'est un des meilleurs films d'action de cette génération, quoi. Pour moi il surclasse largement John Wick, d'ailleurs, Team John Wick ou Team Tyler Rake? Pour moi il mérite cette place. Alors je sais que c'est exagéré les scènes d'action, surtout à la fin, quand il se prend la balle dans la main alors qu'il se suspend à un bras à tenir sa pote de l'autre, enfin c'était un peu exagéré. Cependant, mention spéciale pour le travelling, je sais plus comment on appelle ça, mais le plan séquence. Le plan séquence de la scène de baston de la prison, c'est une des plus grandes scènes de baston que j'ai pu voir dans un film Netflix, quoi. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était justement dans le premier Tyler Rake, et j'estime que celui-là a carrément dépassé les bornes, quoi. Vraiment en termes de... Putain, cette scène, quoi, la première fois que je l'ai vue, mais j'en ai eu des frissons le long de la colonne vertébrale, quoi. Franchement, rien que pour ça, le film mérite le coup d'œil. Donc oui, le film a ses défauts, mais en termes de scène de baston, ça a régalé de ouf. Donc pour moi, il méritait sa place parce qu'il m'a fait quand même vivre de sacrées émotions. Merci Tyler. En numéro 4, Chicken Run 2, la bonne surprise cette fin d'année. Alors oui, je pas chez Netflix parce qu'il sortait des mauvais films, mais faut reconnaître que ce Chicken Run était vraiment cool. Bonnes vibes, bonnes émotions, histoire originale. J'estime dans la tradition du premier, même si le premier était meilleur, bien évidemment. Enfin, naturellement, j'ai plus d'affinité pour le premier parce que je l'ai vu quand j'étais gamin, donc forcément, on n'a pas le même ressenti quand on est gosse, quand on est adulte. Mais pour un adulte, je dois avouer que j'ai bien kiffé, quoi. Excellent humour, l'émotion sur les poulets est bien montrée. Je veux dire, toutes ces expressions, on disait j'adore ça, quoi. J'ai kiffé ce genre de film. Je me suis pas posé de questions. J'ai regardé d'une traite. J'ai pas regardé mon téléphone. Je me suis laissé embarquer par le film. Film que je vous recommande, surtout si vous êtes pas très bien, si vous avez pas un moral de ouf. N'hésitez pas à regarder Chicken Run 2. Ça pourrait vous mettre du baume au cœur. Numéro 3, film que vous avez oublié, qui est pourtant sorti en début d'année, et qui j'estime méritait le coup d'œil, c'est The Pale Blue Eyes avec Christian Bale. Et je dois reconnaître que c'est presque une de mes performances favorites de Christian Bale, parce que Christian Bale, c'est pas qu'un acteur de film d'action. On affilie très régulièrement Christian Bale au film d'action, parce que c'est naturel, voilà, on se rappelle tous de sa prestation dans Batman, voilà, dans ces films-là, dans Terminator, dans les films où il joue les gros bras qui cassent des gueules. Cependant, c'est aussi un acteur de théâtre. Ça se ressentait par exemple dans American Psycho, et là ça se ressent davantage dans ce film, dans The Pale Blue Eyes, et j'ai été vraiment marqué par son jeu. Les films qui m'ont le plus marqué avec Bale, de toutes ses prestations, je me souviens avoir été vraiment marqué par celle qu'il avait donnée dans Hostile, excellent Hostile que je vous conseille, un excellent Far West avec lui. En tout cas, j'ai adoré sa performance dans The Pale Blue Eyes, parce qu'on est vraiment dans un peu un film littéraire, ça se dit ou pas, étant donné que l'histoire reprend la jeunesse de Edgar Allan Poe. En gros, il se passe un truc, une mort bizarre dans une école de cadets à West Point, je crois aux États-Unis, et celui qui est suspecté, je crois, c'est ou celui qui a des doutes, enfin qui se pose des questions sur l'identité du tueur, c'est Edgar Allan Poe lui-même, donc le célèbre auteur. Et Christian Bale, lui, joue un enquêteur qui vient se rencarder pour voir enquêter sur la mort des jeunes cadets qui se sont fait buter à West Point. Et donc, on voit le relationnel entre les deux, et on voit que Christian Bale, il aspire l'objectif, quoi. En fait, ce mec fait abstraction complètement de la caméra, il est là, il englobe toute l'énergie qui est autour de lui, sans dire un mot. Vraiment incroyable sa prestation. Bale, c'est un des rares, pour moi c'est le meilleur acteur de tous les temps, je vous le dis franchement. Pour moi, Christian Bale est le meilleur acteur de tous les temps. Et j'estime qu'il surclasse largement des gars comme Robert De Niro ou Al Pacino. Parce que dans leur carrière, Robert De Niro et Pacino n'ont pas fait que des films incroyables. Ils ont fait des tas de chefs-d'œuvre, oui, mais ils ont fait des films très en deçà, très moyens.
Cependant, Christian Bale, quand on regarde sa filmographie, c'est presque un sans faute. Et surtout, chose qu'il a faite, contrairement à Al Pacino, pas De Niro, parce que De Niro, lui, a fait des transformations physiques de malade, notamment dans Raging Bull, où il est passé de super sec à super fat, et ben Christian Bale, lui, c'est sa marque de fabrique, quoi, passé de gros ports de gros sacs à super stock, à skinny, voilà, épais comme un manche à balai, quoi. Et c'est un des rares acteurs à nous avoir proposé, je veux dire, autant de rôles dans sa carrière, à osciller voilà, à jouer autant avec son corps. Pareil, je me rappelle également de sa prestation dans The Fighter. Pour moi, d'ailleurs, je crois qu'il a eu un Oscar pour ce rôle. Enfin, incroyable, le mec, il bouffe la caméra. Il a ce truc. C'est pour moi l'acteur ultime, Christian Bale, pour être honnête. Et donc, pour revenir à sa prestation dans Pale Blue Eyes, en soi, il ne va pas faire de grandes performances physiques. Il ne va pas, partir dans des longs monologues, des trucs comme ça. Mais il a ce magnétisme. Alors c'est pas un film d'horreur terrible avec de l'action, des trucs gore, hein, non. Ce film, il est réservé pour les littéraires, pour ceux qui aiment bien lire, pour ceux qui aiment bien les bouquins, parce que c'est presque un bouquin interactif. Il n'y a pas de scène cliché, il n'y a pas de côté linéaire comme les grands films d'action, ce genre de trucs. Non, c'est un film qui est vraiment qui se consomme tel un roman, et j'ai vraiment été bouleversé par sa prestation. Puis alors le duo qu'il fait avec Edgar Allan Poe, mention spéciale à la scène finale des révélations dans la maison. Enfin, j'ai versé une larme, hein, je vais pas vous mentir. Bref, jeu incroyable de Christian Bale, film que je vous recommande à ceux qui savent apprécier le grand jeu des acteurs, ou le grand jeu des grands acteurs. Vous m'avez compris. En numéro 2 de cette liste, Nowhere, un film espagnol sur une mère courage qui se retrouve coincée dans un conteneur. Alors on est dans un monde un peu, pas post-apocalyptique, mais une dystopie où voilà, les fascistes viennent de prendre le pouvoir en Espagne, et il y a des gens qui se barrent pour traverser la Méditerranée. Alors j'imagine que ça a fait écho, crise migratoire, etc. machin. Enfin, j'ai pas cherché à aller plus loin que ça, moi je me suis juste plongé dans l'histoire plus que dans le discours politique, et j'ai été, j'ai adoré, quoi, parce que les Espagnols sont très bons pour ça. Les Espagnols sont très bons pour déclencher des émotions, pour faire ressentir des choses, pour proposer de l'originalité. Et ce petit film est passé là aussi inaperçu. Pourtant, il a des choses à apporter, il a des choses à découvrir, et c'est justement un film à montrer aux femmes, aux meufs, parce que c'est un film très inspirant. Donc une nana enceinte qui se retrouve coincée dans un conteneur et qui doit survivre parce que son conteneur est en train de dériver dans l'océan Atlantique. Et j'en ai pas loupé une miette. Film ambitieux, courageux, intéressant, original, puissant. Bref, c'est un des classiques à voir de cette année. Encore une fois, film injustement passé inaperçu, mais pourtant qui mérite le coup d'œil. Très bonne surprise de cette année, c'est pour ça que je le mets en numéro 2, parce que vraiment, si c'est pas un chef-d'œuvre incroyable, c'est au moins un film à découvrir, parce que c'est beau, c'est puissant, c'est impressionnant. Et en number 1, encore une fois, un film quasi passé inaperçu, c'est Marchand de douleur. Et j'ai été grave surpris par ce film. Alors c'est une sorte d'adaptation d'un truc qui est un peu à la mode aux États-Unis en ce moment. J'en avais parlé cet été, j'avais parlé de cette série Marchand de douleur également, Painkiller. C'est la même chose en fait, c'est en gros des gens des industriels pharmaceutiques qui vendent à des toubibs des produits qui font mourir des gens, quoi. En gros, c'est des pilules, des sprays où les gens deviennent addicts, ils deviennent des junkies à cause de ces trucs-là. Alors ça atténue leur douleur, mais par contre, ils meurent d'attaques cardiaques, ils se rajoutent des problèmes de santé, etc. Et le truc, c'est que c'est la série qui était sortie, j'ai trouvé très moyenne au niveau de la mise en scène, très pauvre, enfin, elle était pas pauvre, elle voulait en faire des caisses, et c'était... Je sais pas, j'ai pas accroché, c'est personnel, je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai pas accroché à cette série. Par contre, j'ai accroché au film direct, dès les premières minutes. Peut-être parce que le casting était quand même assez important. On a quand même Chris Evans, Emily Blunt, et également, Andy Garcia qui est très bon là aussi dans ce rôle. Et le truc, c'est que y a pas à chier les gars, c'est là les grands acteurs, c'est là qu'on reconnaît vraiment leur valeur ajoutée par rapport à des no-name, quoi. Là, Emily Blunt crève l'écran dans ce film-là. Elle, ainsi que Chris Evans, qui est trop sous-coté, mais qui pourtant a un excellent jeu d'acteur. Je me rappelle avoir été vraiment marqué par sa prestation dans Snowpiercer. Je l'ai trouvé juste excellent, parce que quand on pense à Chris Evans, on pense surtout Captain America, Marvel, etc. Alors que j'estime qu'il a vraiment quelque chose à apporter. Et ce film était addictif, honnêtement. Enfin, j'étais addict à ce film parce que j'ai tout gobé du début à la fin. La série m'avait fait chier, je vous le dis franchement, alors que par contre, le film, je l'ai trouvé excellent. Ils ont réussi à tout synthétiser, les 6 ou 8 épisodes, en un seul et même film, et il est beaucoup plus captivant, beaucoup plus cool, beaucoup plus intéressant, plus profond, plus puissant, plus ingénieux. Des tas de scènes, vraiment, pareil, ça... On voit bien que Emily Blunt y apporte sa valeur ajoutée, même chose pour Chris Evans, mais surtout, mention spéciale à Emily Blunt, qui sait apporter de l'épaisseur et vraiment de l'humanité à son personnage. Donc une nana en galère qui essaye de survivre avec sa fille. Sauf que là, le film d'ailleurs fait pas trop dans le mélo. Comme fait la série par exemple. La série joue beaucoup sur le côté « Oh là là, mon Dieu, c'est dur d'être pauvre aux États-Unis », ce qui est une réalité. Être pauvre aux États-Unis, c'est tout sauf drôle. Seulement, je pense que justement c'est ça, le côté trop sérieux m'avait un petit peu cassé.
elle est peut-être un petit peu déprimée, alors que là, le côté galérien des gens, ce qui est une réalité, la galère des gens qui subissent aux États-Unis, c'est une vraie réalité. Il y a des gens là-bas, il y a des centaines de milliers de personnes là-bas qui vivent avec qui bouffent une seule fois par jour, qui sont logés dans des logements de fortune. Enfin, c'est vraiment être pauvre aux États-Unis, c'est vraiment pas drôle, pas du tout. Dans tous les pays anglo-saxons d'ailleurs. Enfin, dans tous les pays sauf la France et quelques pays d'Europe. Mais bref, quoi qu'il en soit, pour revenir, je dis pas qu'être pauvre en France, c'est cool, c'est pas ce que je dis, vous m'avez compris quoi. Et le truc, c'est que dans Marchand de douleur, on suit le parcours de cette mère courage avec sa fille. Elle galère à trouver du boulot, elle galère à trouver de la thune, et puis bon, elle finit par rencontrer les industriels qui bossent là-dedans, qui eux-mêmes sont à moitié en dépôt de bilan, leur entreprise commence à se casser la gueule, et puis bon, par un concours de circonstances, elle arrive à vendre des produits, ces médocs, ces antidouleurs, puis l'entreprise commence à être cotée en bourse, elle commence à grimper, etc. Et c'est hyper passionnant. C'est une sorte de Loup de Wall Street, mais sans le brio de Scorsese, mais pourtant avec une certaine forme de dynamisme qui n'a rien envie à Scorsese, comme vous m'avez compris. En tout cas, c'est un film que je vous recommande, que vous aimiez ou pas, les films sur la santé, les trucs comme ça, les documentaires, les films sociaux, etc. Je vous le recommande parce qu'il est vraiment cool et je comprends pas que ce film soit passé inaperçu. Autant Le Monde après nous, tout le monde en a parlé, autant celui-là, personne n'en a parlé, je trouve ça scandaleux. Enfin, mais moi j'en ai pas parlé pour le coup, donc je vais rien dire. En tout cas, j'ai découvert hier et pour moi, c'est un des plus grands films de Netflix de 2023. Voilà. Quasi passé inaperçu, pour autant, il est génial, il fait le café. Bref, je vous le recommande d'urgence. Allez mes amis, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je le répète encore une fois, ceux qui me regardent sont abonnés, abonnez-vous, merci. Et ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos pour voir que je ne fais pas que de simples critiques derrière ce fond vert absolument dégueulasse. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous.